Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième partie de ce double épisode sur la procrastination. Dans la première partie, qui était donc l'épisode précédent, le 79, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la procrastination. Pourquoi est-ce que l'on procrastine ? Parce que c'est bien beau d'appliquer des tips, des stratégies, mais si ça cible pas vraiment le problème qu'on a ou la cause de notre procrastination, ça risque de pas forcément être efficace. C'est un petit peu comme sentir qu'on est malade et aller dans la boîte à médicaments et choisir un truc au pif en espérant que ça aille mieux. Bon, peut-être ça va marcher, hein, peut-être que vous allez tomber sur le bon médicament ou peut-être que ça ne va avoir aucun effet, voire des effets indésirables. Donc là, l'idée, c'était ça en fait, c'était de vous aider à identifier pourquoi vous procrastinez pour ensuite pouvoir appliquer les bonnes stratégies derrière. Et vous êtes beaucoup, et je vous en remercie, à m'avoir écrit sur Instagram pour me dire que justement ça vous avait aidé à mettre des mots sur votre procrastination, sur ce qui se cache derrière, et que vous étiez impatient d'écouter la deuxième partie. Donc nous y voici, je suis trop contente de vous retrouver pour maintenant aborder les solutions, les stratégies que vous allez pouvoir mettre en place. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, je vous invite vraiment à commencer par là, et si c'est fait, passons aux solutions pour surmonter la procrastination. J'ai pas mal de choses à vous partager, donc pour que ce soit un petit peu plus clair, j'ai décidé de diviser ça en 3 parties. Avant, pendant et après. Donc avant de vous y mettre, avant de vous mettre à la tâche en question, pendant et après avoir terminé. L'idée, c'est que vous ayez comme un espèce de plan d'action. Donc commençons avec le avant. En réalité, c'est souvent là que tout se joue. C'est dans la préparation de l'action que vous pouvez le mieux, à mon sens, anticiper une future procrastination. Donc la première chose à anticiper, comme je vous l'avais dit, et je vais quand même le remettre parce que c'est essentiel, c'est de comprendre les raisons de votre procrastination. Si vous identifiez les raisons sous-jacentes, vous allez pouvoir ensuite, avec cette prise de conscience-là, mettre en place les bonnes stratégies. Ça, c'est la première étape. Et parfois, en vrai, peut-être que vous allez identifier que vous êtes fatigué, tout simplement. Et là, il n'y a pas 36 000 solutions. La solution, tout simplement, c'est de vous reposer, de vous détendre, de dormir et de reprendre des forces. Bon, ça, ce sont les choses évidentes. Maintenant, passons à ce qui est un petit peu moins facile à faire, c'est désamorcer les excuses ou les auto-justifications qu'on peut se donner quand on procrastine. Du type, je suis trop fatiguée, je le ferai demain. Ou bien, j'ai pas assez de temps pour tout faire maintenant, donc je commencerai quand j'aurai le temps de finir. Voilà, ce type de pensée, ce type de justification qu'on se donne pour se soulager un petit peu de la culpabilité de procrastiner. L'idée, ça va être d'essayer de changer un petit peu ce dialogue intérieur qui vous maintient dans la procrastination. Donc, par exemple, si vous vous dites «Je suis trop fatiguée, je le ferai demain», vous pouvez aussi vous répondre «C'est vrai, je suis fatiguée en ce moment et ça va me demander carrément plus d'efforts de m'y mettre, mais j'ai déjà fait des choses alors que j'étais fatiguée et d'ailleurs souvent je me suis sentie mieux après avoir commencé, après avoir accompli quelque chose». Et même parfois, ça m'a donné de l'énergie. J'avais pas trop d'énergie et de motivation à faire du sport et en fait, quand j'en suis sortie, j'ai été reboostée. Par contre, si je retarde ça, si je repousse, ça va me rester dans la tête, ça va me préoccuper et sans doute que je vais me sentir encore plus mal à long terme, que ça va être encore plus difficile à faire, à m'y mettre. Et donc, peut-être que je pourrais faire un petit bout, peut-être que je pourrais m'y mettre 10-15 minutes et si vraiment je suis fatiguée, j'arrête, mais au moins j'aurais essayé. Parce que, soyons honnêtes, je ne sais pas si je me sentirai mieux après m'être reposée et ce sera peut-être la même chose demain. Alors que si je fais un petit peu, je sais que je me sentirai mieux et j'aurai peut-être envie d'en faire plus. Voilà, donc ça c'est un exemple de dialogue intérieur qui peut être rassurant. On n'est pas en train de s'auto-flageller, de se forcer, de s'invectiver pour se mettre à la tâche qu'on doit faire, mais on n'est pas non plus en train de se trouver des excuses. Oui, je suis fatiguée, mais je peux faire un petit bout maintenant et ensuite me reposer ou arrêter si vraiment je suis trop fatiguée, il y a pas de souci. Mais l'idée, c'est de pas faire de ce type de pensée des excuses. Alors, si vous êtes en burn-out ou si vous êtes, vous pouvez plus ouvrir les yeux ou je sais pas quoi, enfin, faut quand même être réaliste. Mais l'idée, c'est de voir que quand c'est répétitif, ce genre d'excuses ou ce genre de auto-justification, ça contribue significativement à alimenter votre procrastination. Donc, c'est important de travailler dessus. Autre exemple de réponse que vous pouvez faire à vos auto-justifications, si par exemple vous vous dites «Je n'ai pas assez de temps pour tout faire maintenant, donc je commencerai quand j'aurai le temps de finir». OK, oui, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas en faire une partie maintenant.
Donc là, l'idée, c'est aussi de dépasser un petit peu ces attentes, ce perfectionnisme, où je commence que quand les planètes sont alignées, en gros. Ben non, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire maintenant, même une toute petite chose, et c'est déjà pas mal. À l'inverse, si peut-être vous vous dites, bah, j'ai le temps, la deadline, elle est dans longtemps, donc voilà, pourquoi m'y mettre maintenant si j'ai autant de temps devant moi? Peut-être que vous pouvez vous répondre que: «OK, mais mieux vaut s'y prendre maintenant, comme ça c'est fait, plutôt que se retrouver en stress, en dernière minute». Et attention là aussi aux pensées du type: «Je suis plus efficace en dernière minute, je suis plus productif» et cetera. Autre exemple, si vous vous dites: «Là maintenant, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de m'y mettre», ouais, mais plus tard ce sera pas forcément mieux, alors autant essayer de me lancer maintenant. Autre exemple, vous vous dites peut-être: «Je me sens pas inspirée, je me sens pas créative ou créatif là maintenant». OK, c'est vrai, mais si je me lance, l'inspiration peut suivre. C'est souvent en créant que j'ai encore plus d'idées qui viennent et donc je peux pas forcément ou j'ai pas forcément à attendre que l'inspiration arrive pour m'y mettre. Bon, je pourrais vous donner un million d'exemples, mais moi, il y a une phrase que je me répète souvent et qui m'a beaucoup aidée dans ce travail, pour surmonter ma procrastination, c'est de me dire que c'est OK de faire des choses inconfortables. Je vous en parlais dans la première partie, on a cette tendance naturelle en tant qu'être humain à éviter l'inconfort, à éviter, si on le peut, les difficultés. Et moi, j'étais à 100% dedans. Mais c'est quelque chose qui s'entraîne. C'est quelque chose où on peut apprendre à gérer l'inconfort et à faire des choses difficiles. Comme quand on fait de la musculation, le poids ne s'allège pas, mais on est plus fort. Et donc, on a la sensation que c'est plus facile. Ben, c'est exactement pareil avec l'inconfort. Donc, c'est quelque chose qui s'entraîne. Mais pour ça, il faut court-circuiter cette tendance que l'on peut avoir à éviter à tout prix l'inconfort. Et moi, j'étais totalement dedans. Dès que c'était difficile, dès que c'était inconfortable, dès que j'étais pas trop sûre que j'allais réussir, hop, je procrastinais. Donc le fait de me dire que c'est OK de faire des choses inconfortables, ça fait partie de la vie et je peux tolérer des émotions inconfortables, je peux tolérer des émotions désagréables, des sensations désagréables. Ça m'a énormément aidée. De même que me dire que c'est pas nécessaire que les choses soient parfaites. Mieux vaut fait que parfait, je me le répète beaucoup et ça m'aide énormément à me lancer, à tester des choses, à me mettre en marche et à me dire que bah, j'apprendrai aussi au fur et à mesure et c'est très bien comme ça. Donc voilà, pour cette clé qui est de désamorcer les excuses ou les auto-justifications, bah, le but c'est de vous encourager, de pas vous parler en mode faut que tu t'y mettes, grosse feignante, t'as toujours pas commencé alors que tu aurais pu avoir fini, mais t'es nulle, etc. Ça ne sert à rien et je vous invite, si vous avez parfois tendance à avoir un dialogue dur envers vous-même, à écouter l'épisode 78, Le petit juge dans notre tête, où on parle justement de tout le problème qu'il peut y avoir dans le fait d'être dur avec soi-même, de mal se parler, et où je vous partage des clés pour être un peu plus bienveillante ou bienveillant envers vous-même. Conseil suivant pour préparer le passage à l'action et ne pas procrastiner, c'est de prioriser. Surtout si vous avez tendance à vouloir tout faire et tout faire parfaitement, ou que vous êtes bloqué face à la montagne de choses à faire, ça va être hyper important de prioriser. Donc je vous invite vraiment à essayer de vous concentrer sur ce qui est vraiment important et à commencer par ça. Parce que pour beaucoup de personnes, et moi la première, hein, c'était vraiment mon cas, on procrastine en faisant d'autres choses qui sont moins importantes, qui sont moins prioritaires. Moi, ma spécialité, et ça m'arrive encore toujours, c'est de plier le linge, de faire des petites tâches, voilà, de ranger mon bureau, de ranger je ne sais quoi. Faire tout un tas de petites choses avant de me mettre à ce qui est vraiment important et qui finalement sont une manière de procrastiner. Et mon excuse, c'était de me dire, bah ouais, mais vaut mieux que l'appart soit rangé, sinon ça va me stresser, je vais avoir du mal à me concentrer. Alors ça, c'est une excuse que j'entends très 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 souvent et encore une fois, c'est peut-être vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il faut écouter ses pensées et absolument le faire. Vos pensées ne sont pas des ordres et vous pouvez aussi ressentir de l'inconfort à l'idée que votre appart soit pas tout à fait rangé et décider que bah ouais, c'est important pour vous, mais c'est pas prioritaire. La priorité, c'est ce projet-là. À long terme, vous en ressentirez beaucoup plus de bénéfices, beaucoup plus de fierté, beaucoup plus, enfin les résultats seront beaucoup plus importants et donc vous pouvez décider d'accepter que c'est inconfortable, que votre appart n'est pas rangé ou que telle tâche ne soit pas faite et faire ce qui est important et faire ce qui est votre priorité. Bien sûr, ça va demander un petit peu de self-control, mais on en parlera un petit peu après. En tout cas, moi, une méthode que j'utilise et que j'aime beaucoup pour fixer mes priorités, c'est la méthode des 3 priorités. Bon, c'est pas un truc, incroyable, mais franchement, moi, ce que je veux aussi vous partager avec cet épisode, c'est que moins égale mieux. Il vaut mieux appliquer moins de clés et le faire, bien, le faire, en fait, tout simplement, qu'avoir plein de choses, qu'on veut faire et mettre en place et ne pas le faire ou le faire à moitié. Donc parfois, ça vaut mieux de faire simple. Voilà, tout simplement, faites simple. Et donc cette méthode, elle est simple. C'est donc la méthode des 3 priorités.
L'idée, c'est de choisir chaque jour 3 tâches ou 3 choses qui sont essentielles, que vous devez absolument accomplir, qui sont prioritaires et vous concentrer sur ça. Donc moi, je le fais par jour, par semaine et par mois. Donc je commence en général par le mois parce que ça me donne un peu une direction pour, le mois qui arrive. Je réfléchis à ce qui est important pour moi d'accomplir ce mois-ci et je regarde régulièrement ces priorités-là parce que parfois le mois passe tellement vite, il y a tellement de choses dans le quotidien à gérer que j'oublie mes priorités. Donc je regarde régulièrement ce que j'ai écrit, ce qui est prioritaire pour moi. Parfois, ça peut arriver aussi que mes priorités changent, il faut aussi accepter ça. Il y a parfois des urgences qui sont incompressibles. Je ne sais pas si votre enfant est malade. Une fois, j'avais une cliente qui avait un nid de guêpe dans la climatisation de son fils, elle se reconnaîtra. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, en fait, c'est ça la priorité. Il faut accepter et être flexible aussi quand vraiment ce sont des priorités auxquelles on ne peut pas déroger, bien évidemment. Mais en tout cas, moi, je re-regarde ces priorités-là et si possible, j'essaye de caler déjà en amont ce qui est prioritaire dans mon agenda. Comme ça, c'est visible. J'ai un bloc de temps qui est dédié à ça parce que sinon, les choses du quotidien prennent rapidement toute la place et ce qui est important, ça passe à la trappe. Puis ensuite, bien sûr, je refais ça par semaine. J'essaye de le faire le vendredi. Je place mes priorités pour la semaine qui arrive, enfin la semaine suivante, du coup. Et je fais pareil. Alors, je le fais pas toujours, j'avoue, mais j'essaye de faire mes priorités aussi pour la journée. Et ça me permet d'être au clair parce que parfois, on a plein de choses à faire, on peut se sentir submergé et on sait pas exactement ce qui est prioritaire. En tout cas, on n'a pas décidé ce qui est prioritaire. Et du coup, c'est stressant parce qu'on se dit qu'on devrait tout faire. Mais au bout d'un moment, il faut être réaliste et se dire qu'on ne peut pas tout faire. Alors, si vous y arrivez, tant mieux, c'est cool. Mais déjà, commençons par définir des priorités. Si on fait ça, on sera déjà très content. Et ensuite, s'il reste du temps, très bien, on fera le reste. Et sinon, on aura fait nos priorités. Et puis, voilà, c'est déjà très bien. Toujours dans l'idée de prioriser, il y a une technique que vous connaissez peut-être qui s'appelle Eat the Frog, manger la grenouille. Alors je crois que la traduction en français c'est avaler le crapaud ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un livre, donc c'est le nom du livre de l'auteur Brian Tracy qui propose de commencer la journée avec la tâche la plus difficile ou la plus importante parce que c'est souvent celle qui est la plus stressante et comme ça c'est fait. Comme ça ensuite l'esprit est plus léger et vous aurez la place pour des tâches plus faciles, plus agréables peut-être pour la suite. Donc l'idée ici, c'est de court-circuiter notre tendance naturelle à éviter les difficultés. Par contre, ça ne marche pas pour tout le monde et ça peut même avoir l'effet inverse pour certaines personnes. Alors, il y a certaines personnes, ça marche très bien. Elles s'y mettent, elles font le truc chiant en début de journée ou le truc important, elles sont satisfaites et la journée peut continuer. Pour d'autres personnes, c'est pas tout à fait ça et le fait de se retrouver dès le matin, dès le commencement de la journée face à un truc difficile, à un truc chiant, ça peut générer encore plus de stress et ça peut être paralysant pour certaines personnes. Si c'est votre cas, je vous invite à essayer de découper les tâches en plus petites actions. Donc c'est la clé suivante. Parfois, on ressent du découragement, on ressent de l'anxiété face à la complexité d'une tâche, face à l'ampleur d'une tâche, et on est un peu face à une montagne à gravir, et il y a beaucoup d'efforts à fournir, et tout ça, ça peut être décourageant, ça peut être stressant, on ne sait pas par quel bout prendre les choses, on ne sait pas comment on va faire, c'est flou, on peut se sentir submergé, et donc tout ça, ça entraîne bien sûr de la procrastination. Donc l'idée ici, c'est de découper votre objectif ou votre tâche en mini-tâches, en mini-actions qui sont faisables. Et souvent, cette étape, elle n'est pas facile parce que ça demande de vraiment se poser, de vraiment réfléchir, parfois de faire des recherches aussi sur comment je vais faire, mais elle est cruciale et c'est vraiment une préparation à l'action qui est essentielle et qui va vous apporter de la clarté. Donc, demandez-vous quelles sont les étapes pour arriver à votre objectif ou pour terminer cette tâche. Il faut que ce soit vraiment des toutes petites étapes qui vous semblent faisables, qui vous semblent claires dans leur réalisation. Je vous donne un exemple. Cette année, on a déménagé de l'Australie à l'Espagne. Donc, avec tout ce que ça implique que de changer de continent en termes de papier, parce que du coup, je n'ai pas la nationalité espagnole et mon partenaire non plus. Donc, ça implique beaucoup de papier et puis ça implique voilà, énormément de choses, vous imaginez sur le plan logistique. Et face à tout ça, je vous avoue que j'avais très envie de faire ce pas-là, mais quand même, il y avait des choses qui me submergeaient un petit peu. Donc on se pose avec un stylo et une feuille et on découpe tout ça en petites actions. Ok, bon, il va falloir chercher un nouvel appartement. Bon, déjà, on ne sait même pas quels sont les sites internet avec des annonces de logements en location. On ne savait même pas. Donc, il va falloir déjà trouver les bons sites. Je vous le donne au cas où vous cherchez aussi un logement en Espagne. Le site principal s'appelle Idealista.
Bref. Ensuite, il va falloir s'informer sur les quartiers. Ensuite, il va falloir regarder les annonces, faire peut-être un document partagé où on met les annonces qui nous plaisent le plus, définir ensemble un budget, appeler les agents immobiliers des annonces qui nous plaisent. Bref, en fait, tout ça, ça paraît logique là quand je le dis, mais face à la montagne de choses qu'on avait à faire, le fait de tout lister, mais vraiment dans le plus dans le détail possible, ça permet de, ok, tout est posé. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais tout est là devant mes yeux et toutes ces petites actions prises individuellement, séparément, en fait, elles sont faisables. Et donc, ça me génère moins d'anxiété d'y penser et je vais beaucoup moins procrastiner. L'avantage aussi, c'est que c'est beaucoup plus facile de se motiver quand l'objectif est proche. Donc, si mon objectif, c'est chercher un nouvel appartement, bah, ça va pas être tout de suite que je vais pouvoir me dire que c'est fait, on va dire. Par contre, trouver quel est le site ou les sites internet pour regarder des annonces de logement, ça, bah, je vais pouvoir rapidement me dire, ok, check, fait. Et ça fait du bien d'avoir ce sentiment d'accomplissement. Ça donne aussi, ça nous redonne de la motivation parce qu'on a le sentiment d'avancer. Clé suivante pour préparer le passage à l'action et surmonter la procrastination, c'est une fois que vous avez priorisé, découpé vos tâches, eh ben, il va falloir les planifier dans votre agenda. Et alors là, attention, attention à ne pas trop planifier. Parce que c'est aussi une manière de procrastiner. Dire que je vais passer plein de temps à faire un beau tableau, à me faire je sais pas, un tableau de gestion de projet, à planifier, à faire des belles couleurs, à me faire un espace notion ou je ne sais quoi. Voilà, faites simple. Vraiment, faites simple. Votre planification ne doit pas retarder inutilement le moment de passer à l'action. En fait, c'est vraiment pas le but. Une fois que vous avez fait ça, le conseil suivant que j'ai pour vous, dans la préparation toujours, dans l'avant, c'est d'éliminer ou en tout cas de réduire au maximum les distractions. Parce que je vous l'avais dit, c'est une cause de la procrastination, c'est le fait d'être distrait, de manquer de concentration. Selon la loi de Carlson, qui était un économiste suédois, tout travail interrompu sera moins efficace et prendra plus de temps que s'il est effectué de façon continue. Donc concentrons-nous sur une tâche à la fois et concentrons-nous aussi à limiter un maximum les interruptions. Essayez d'identifier ce qui vous empêche de vous concentrer. Moi, je sais que ça va être les réseaux sociaux, les notifications. Pour certaines personnes, ça va être la télévision, ça va être leur partenaire, leur enfant. Donc essayez de vous demander comment est-ce que vous pouvez réduire ces distractions. Ça peut être par exemple d'aller travailler ailleurs, dans un lieu neutre, dans une bibliothèque, pour ne pas être distrait par d'autres personnes. Ça peut être de cacher la télécommande de la télévision. Bon, moi je suis pas très télévision, mais par contre, quand je travaille sur mon ordi, je vais avoir tendance à aller papillonner, aller ouvrir une autre fenêtre, rechercher un truc sur Wikipédia, aller sur les réseaux sociaux. Donc j'ai installé une application sur mon Mac, je ne sais pas si ça existe sur les autres systèmes d'exploitation, je crois que ça s'appelle comme ça, mais ça s'appelle OneFocus. Ça se trouve sur l'App Store et c'est une application qui, vous pouvez choisir de bloquer certains sites internet ou certaines applications pour une durée donnée. Donc moi, si je sais que si je suis en train de préparer un épisode de podcast, il y a une partie sur laquelle je risque fort de procrastiner, c'est la partie écriture. Autant la partie recherche, je suis à fond, je lis des choses, je lis des articles, etc. Autant quand il faut écrire, je pense que, je sais pas, il faut se concentrer. Il y a quelque chose qui fait que j'ai tendance à vite papillonner, à vite être distraite par d'autres choses. Et donc je programme OneFocus et ça me bloque tout. Et je me dis pendant tant de temps, je peux plus accéder à ces applications ou à ces sites internet. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas débloquer. C'est pas possible. Une fois que c'est bloqué, donc attention à ne pas mettre 12 heures parce que sinon vous ne pourrez plus accéder à rien pendant 12 heures. Mais voilà, si vous mettez 1 heure, pendant 1 heure, vous pouvez plus toucher à ces sites. En fait, si vous essayez, parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'oublier que j'avais activé OneFocus. J'ai cliqué sur, je sais pas, Instagram par exemple, et il y a la fenêtre OneFocus qui s'affiche et qui met une petite citation anti-procrastination, c'est assez marrant. Bref, ça peut être une solution. Sur mon téléphone aussi, je le fais. J'utilise le mode focus, alors ça dépendra je pense de votre téléphone, etc. Mais moi je bloque les notifications, les Instagram, les mails, ou parfois je mets juste mon téléphone dans une autre pièce. Comme ça, en fait, je pense que c'est important de trouver ce qui marche pour vous et d'accepter aussi que c'est OK de se traiter comme une enfant ou comme un enfant. Il faut faire ce qui marche au bout d'un moment. Si j'ai besoin de m'auto-confisquer mon téléphone, même de le donner à mon partenaire par exemple qui le garde pendant un temps, eh ben c'est OK. Si c'est ce qui fonctionne pour moi, tant mieux au final. Ensuite, une fois que vous avez éliminé ou réduit en tout cas au maximum les distractions, ça peut être utile de choisir un moment et un lieu propice.
Alors là, attention à pas tomber dans le truc de, bah, tant que je suis pas dans tel lieu ou dans telle condition, je peux pas m'y mettre. Mais le but, c'est quand même de voir qu'il y a certains moments ou certains lieux où on est vachement plus efficace. Moi, je sais que le soir, j'ai clairement la flemme pour faire certaines choses. Clairement, après ma journée de travail, j'ai plus envie. Donc bon, je pourrais lutter et effectivement m'y mettre, mais j'ai remarqué que si je me lève plus tôt et que je fais ces choses-là avant de travailler, c'est vachement plus efficace pour moi. Donc si je me dis: «Je le ferai ce soir après le travail» et que je vois que j'arrête pas de repousser et que j'arrive pas à m'y mettre le soir, je le planifie le matin, je me lève plus tôt, je le fais et comme ça c'est fait. Et pareil pour le lieu, j'ai remarqué personnellement que j'étais vachement plus efficace dans le train ou dans un moment où en fait le temps est compté, le temps est déterminé, le lieu est différent, je suis pas chez moi, je sais pas, c'est moins facile de procrastiner, d'aller sur le canapé, d'aller dans le frigo et je suis vachement plus efficace. Donc parfois, je planifie certaines tâches dans ces moments-là. Alors j'ai pas ce genre de moments, tous les jours, je travaille la plupart du temps de chez moi, mais quand ça arrive, je sais que je vais pouvoir me planifier une session de travail et que je vais être, efficace. À voir ce qui fonctionne pour vous, on a tous un fonctionnement différent donc je pense que c'est important d'expérimenter et dernière chose que je veux vous partager dans ce avant, donc en préparation du passage à l'action, ça peut être de s'engager auprès de quelqu'un, de partager ce que vous devez faire ou ce que vous voulez faire auprès d'un ami, auprès d'un collègue, auprès de votre frère, de votre sœur et cetera. Vous leur dites ce que vous voulez faire, vous vous engagez auprès d'eux et pour beaucoup de personnes, on a beaucoup plus de difficultés à décevoir les autres qu'à se décevoir soi-même. On a beaucoup plus de difficultés à laisser tomber les autres et à rompre un engagement avec les autres qu'on aurait à le faire avec soi-même. Et si c'est votre cas, bah, ça peut être utile de vous engager auprès de quelqu'un, voire même de passer à l'action avec quelqu'un. Ça peut être aussi super utile de trouver un partenaire ou une partenaire, de vous dire que vous allez faire du sport ensemble, que vous allez arrêter de fumer ensemble, que vous allez travailler sur le lancement de votre entreprise ensemble. Ça permet de rester motivé, tout simplement. Et puis, une autre solution, bien sûr, c'est de se faire accompagner, de se faire coacher par quelqu'un qui vous aidera à prendre du recul, à prendre conscience de vos mécanismes, de pourquoi vous procrastinez et à vraiment travailler en profondeur pour les dépasser avec les bons outils et les bonnes techniques. Ça peut aussi être une solution. Ok, bon, ça c'était la partie avant, c'était la partie préparation. Maintenant, on va voir le pendant. Qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on se met, on doit se mettre à une tâche sur le moment, sur l'instant, et qu'on procrastine. Dans la première partie de ce double épisode sur la procrastination, je vous avais dit qu'une des grandes raisons qui fait qu'on procrastine, c'est que ça nous permet d'éviter des émotions désagréables, ça nous permet d'éviter un inconfort qu'on peut ressentir quand on doit se mettre à une tâche. Et donc, la clé pour contrer ça, c'est d'apprendre à gérer ces émotions-là et à ne plus être dans l'évitement de celles-ci. Comment on fait? Première étape, bien sûr, il s'agit d'identifier les émotions que vous ressentez. Qu'est-ce qui surgit, qu'est-ce qui arrive comme émotion, comme ressenti au moment de vous mettre à une tâche et quand vous procrastinez? Est-ce que vous ressentez du stress? Est-ce que vous ressentez peut-être de la peur, de l'anxiété, de l'ennui, de l'inconfort? Voilà. Essayez d'identifier, de mettre des mots déjà sur vos émotions, sur vos ressentis. Deuxième étape, d'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce qui fait que je ressens cette émotion, que je ressens, que j'ai ce sentiment-là? Qu'est-ce qui fait que là, je ressens du stress? Plutôt que fuir cette émotion ou ce sentiment qui est désagréable en procrastinant, essayez d'y faire face et de vous interroger et d'interroger cette émotion-là. Pourquoi est-ce que je ressens du stress exactement? Est-ce que peut-être, en fait, c'est parce que j'ai peur de pas être à la hauteur, que ça me paraît difficile, que j'ai peur que quelque chose se passe mal, que j'ai peut-être peur d'être jugée? Posez-vous honnêtement la question de pourquoi vous ressentez ça. Et en comprenant les sources de ces émotions-là, vous pourrez beaucoup mieux les gérer et peut-être même les anticiper la prochaine fois. Puis, troisième étape, une fois que vous avez identifié ce que vous ressentez et pourquoi vous ressentez ça, ce qui se cache derrière, ça va être d'accepter cet inconfort, d'accepter ce stress, d'accepter ces peurs et de ne pas essayer de les fuir, de ne pas essayer de fuir l'inconfort, de fuir les émotions désagréables, de respirer, de prendre le temps de s'asseoir avec ses propres émotions, avec vos propres émotions, et d'avoir un peu de compassion pour vous-même qui ressentez quelque chose de désagréable, ne pas vous juger pour ça, parce que je sais que parfois on peut se sentir irrité, frustré, énervé contre soi-même. Là, je vous invite à avoir un peu de compassion et de bienveillance envers vous-même et à faire la paix avec ce que vous ressentez. Et c'est là tout l'apprentissage. C'est toute une pratique, en tout cas c'est de pratiquer, on va dire, le fait de ressentir des émotions désagréables parce qu'elles font partie de la vie et qu'on peut ressentir des émotions désagréables et quand même faire quelque chose. Cette émotion, ces émotions ne m'empêchent pas de passer à l'action. Je peux être stressée, je peux avoir peur et le faire quand même. C'est tout à fait possible. Et il y a un petit tips pour passer à l'action plus rapidement, c'est la règle des 5 secondes.
C'est tiré du livre de Mel Robbins du même nom. Et le principe, il est tout simple, comptez jusqu'à 5. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 et vous vous y mettez. Voilà, on se pose pas de questions, on y va. Ça, c'est l'idée. Et il y a des personnes chez qui ça marche super bien. Moi, je vous avoue que pas tellement. Ça marche pas forcément chez moi. Je compte jusqu'à 5 et il se passe rien. Par contre, quelque chose qui marche très bien pour moi et qui, je sais, marche très bien pour beaucoup de personnes, c'est la règle des 5 minutes. L'idée, c'est de se lancer dans une tâche, de s'engager pendant 5 minutes. Et si après 5 minutes, c'est trop lourd, on est trop fatigué, on n'a vraiment pas envie, on n'a vraiment pas de motivation, ok, on arrête. Mais ce qui se passe, c'est que bien souvent, à l'issue des 5 minutes, on continue, on s'arrête pas là, parce qu'en fait, on a fait ce qui était le plus difficile. Et le plus difficile, c'est de s'y mettre. Parce que c'est au moment où on doit s'y mettre, au moment où on doit démarrer une tâche, une action, qu'on ressent du stress, de l'inconfort, de l'anxiété, qu'on ressent toutes ces émotions désagréables. Et bien souvent, une fois qu'on est dedans, voilà, ça redescend, on y est, et ça va mieux. Donc je trouve cette technique vachement efficace parce que ça permet de ne pas mettre la barre trop haut, pas avoir des attentes trop élevées, et du coup, ça nous permet de réduire l'anxiété, de réduire le stress qu'on peut ressentir quand on démarre une tâche. Conseil suivant pour surmonter la procrastination, c'est de définir une limite de temps. Donc ça va un petit peu avec ce que je vous disais avant avec la règle des 5 minutes. Là, l'idée, c'est de se fixer un peu plus de 5 minutes, mais comme je vous le disais dans la première partie de ce double épisode, l'être humain est en recherche de gratification immédiate. On aime avoir des résultats rapidement, et du coup, c'est très compliqué de se motiver à faire des choses difficiles maintenant si c'est pour avoir un résultat dans des semaines ou dans des mois. Donc l'idée ici, c'est de justement s'apporter une gratification beaucoup plus rapide en choisissant de faire telle tâche pendant un temps donné. Je me dis que je vais m'y mettre pendant 10 minutes ou 30 minutes ou 1 heure et ça me permet à l'issue de ce temps-là de me dire, enfin d'avoir le sentiment que j'ai accompli quelque chose parce que je suis allée au bout de ce que je m'étais dit. J'ai rempli le contrat que j'avais signé avec moi-même. L'idée, c'est de définir une limite de temps qui soit relativement courte, parce que si je me dis je vais passer 3 heures dessus, voilà, en 3 heures, on a plus que le temps de papillonner, donc essayez de définir des temps courts. Et c'est de là aussi où est issue la méthode Pomodoro, que vous connaissez sans doute. Pause, je suis en train de faire le montage et je suis morte de rire de ma prononciation de Pomodoro. Oh, si ma famille italienne écoute cet épisode de podcast, je m'excuse, ne me reniez pas s'il vous plaît. Bref, reprenons sur la méthode Pomodoro, qui propose de travailler pendant 25 minutes. Ensuite, vous faites une pause de 5 minutes, vous retravaillez pendant 25 minutes, etc. Et ça permet d'être vraiment concentré pendant 25 minutes et ensuite de faire une pause, de souffler un petit peu. Et pendant les 25 minutes où vous travaillez, vous savez que c'est que 25 minutes et vous pouvez rester concentré et éviter de vous laisser distraire. La recommandation dans cette méthode Pomodoro, c'est de se mettre un chronomètre, un timer de 25 minutes. Moi, j'aime bien une application qui s'appelle Forest. Je la trouve assez chouette. L'idée, c'est tout simple. C'est que quand vous lancez le chronomètre, ça plante un arbre dans le petit jardin que vous avez sur l'appli. Et si vous arrêtez le chronomètre avant le temps que vous avez défini, donc c'est pas obligé d'être 25 minutes, ça peut être le temps que vous souhaitez, mais si vous arrêtez le chronomètre avant, si vous sortez de l'application pour aller, je sais pas, sur Instagram ou dans vos mails, ça tue votre arbre, tout simplement. Et c'est tout simple, je vous avoue qu'au début, j'y croyais pas quand on m'a recommandé cette application, mais en fait, quand je l'ouvre et quand je planifie, quand je plante mon petit arbre, j'ai clairement pas envie qu'il meure, surtout quand je vois que là, je commence à être un peu fatiguée, j'ai envie de papillonner, mais il reste juste 5 minutes, et du coup, je me dis, allez, je me booste pendant 5 minutes, je m'y mets, et après, je pourrais faire une pause. Franchement, c'est super efficace. Et autre chose que j'ai testé il y a pas longtemps et je vous l'avais partagé sur mon compte Instagram en story et vous êtes beaucoup à avoir réagi en me disant que c'est trop chouette et que vous connaissiez pas. Moi non plus. J'ai découvert ça il y a pas longtemps sur un groupe Facebook. Une personne proposait un sprint. Ce qu'elle proposait, c'est qu'on se connecte tous sur un lien Zoom et que pendant 45 minutes ou 1 heure, on se met en mode sprint pour travailler sur une tâche et pour accomplir une chose qu'on aura définie à l'avance et qu'on peut d'ailleurs partager au groupe avant. Et donc on s'y met à fond pendant un temps donné, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Et à la fin, tous ensemble, on débriefe rapidement sur est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a réussi à accomplir pendant ce temps-là. Et je trouve que c'est efficace parce qu'on est tous ensemble, on se voit tous travailler. Et d'ailleurs, cette personne qui organise, là en l'occurrence c'était gratuit, mais elle nous a dit qu'elle avait vu l'idée voilà, aux États-Unis de personnes qui organisaient des sprints payants. Et donc du coup, voilà, il faut payer pour rejoindre ce type de Zoom. Là en l'occurrence c'était gratuit, mais je trouve que l'idée est super chouette. Et ça permet de se motiver ensemble. Mais si vous arrivez à le faire seul, vous pouvez aussi vous dire, bah là, je me fais un sprint pendant 30 minutes, j'y vais à fond, je fais cette tâche, je me focus qu'à ça, et ensuite je me fais une bonne pause, et je serai fière de moi, et c'est très chouette. Franchement, ça peut marcher, donc à tester. Clé suivante que je veux vous partager, que je trouve aussi assez intéressante, en tout cas qui marche plutôt bien pour moi, c'est de combiner des tâches qui sont agréables avec une tâche désagréable que vous devez faire.
L'idée, bien sûr, c'est de rendre la tâche pas très agréable sur laquelle vous procrastinez un petit peu plus attrayante. Donc, par exemple, vous pourriez vous dire, bah, je vais faire le ménage en écoutant ma musique préférée ou en écoutant un podcast. D'ailleurs, c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire maintenant. Ça peut être aussi de faire du sport avec une amie. Comme ça, bah, ça vous permet de passer du bon temps ensemble. Ou bien récemment, j'avais une cliente qui procrastinait sur le fait de refaire son CV et d'envoyer des candidatures. Et donc, elle a combiné CV et pizza pour se faire une soirée pizza tout en envoyant des candidatures parce que c'est plutôt agréable. Ça lui permet de pas cuisiner, d'être focus et en même temps, voilà, de se faire plaisir tout en faisant de ce moment un moment pas si désagréable que ça. N'hésitez pas à me dire si vous testez et à me dire ce que vous arrivez à combiner ensemble pour qu'on se donne un peu d'inspiration. Clé suivante, c'est d'apprendre à gérer nos impulsions et à faire preuve de self-control. Si vous avez tendance à vous laisser distraire, à papillonner, à penser à un truc et à du coup le faire tout de suite plutôt que rester focus sur la tâche que vous êtes en train d'accomplir, eh bien ça vaut peut-être le coup de travailler à réduire cette impulsivité. C'est-à-dire à apprendre à résister à cette envie de passer à autre chose, à faire autre chose, à regarder autre chose. Donc ça prend du temps, il faut être patient ou patiente, il faut prendre le temps de remarquer déjà quand on le fait, quand est-ce que on cède à cette impulsion et avoir cette patience à chaque fois de revenir à ce qu'on était en train de faire. Donc c'est pas évident, mais vous allez voir qu'à force, vous allez pouvoir muscler votre self-control. D'ailleurs, cette maîtrise de soi, c'est quelque chose que vous pouvez travailler en amont, bien sûr, et ça peut permettre de commencer petit. Vous pouvez choisir quelque chose pour lequel vous aimeriez avoir un petit peu plus de self-control, quelque chose qui quand même soit gérable. Par exemple, contrôler votre envie de vérifier dès que vous recevez un message ou une notification, décider d'un temps spécifique pour checker vos mails. Ça, ce sont des petites choses sur lesquelles vous pouvez essayer d'exercer votre self-control au quotidien. À force de pratiquer, de répéter, ça va être de plus en plus facile, entre guillemets, de résister à cette impulsion. Donc voilà, à tester si vous remarquez que vous avez facilement tendance à vous laisser distraire, à vous déconcentrer. Dernier conseil pour cette partie pendant que vous êtes en train de vous y mettre et de passer à l'action, ce qui va être important pour gérer la procrastination et pour la surmonter, ça va être de gérer votre énergie. Je me répète, mais quand on est fatigué, quand on manque d'énergie, on a plus tendance à procrastiner. Donc pensez à faire des pauses, pensez à bouger, à faire de l'exercice physique et pensez aussi à bien faire attention à votre alimentation et à votre hydratation, si je puis dire, parce que ce qu'on mange et ce qu'on boit a un impact sur notre énergie. Ça paraît super basique et pourtant parfois ça passe à la trappe. Bref, gérer son énergie et gérer tous ces paramètres est aussi super important pour réussir à surmonter la procrastination et en tout cas être dans de bonnes conditions physiques et mentales pour le faire. On arrive à la fin de cet épisode et à la partie après. J'ai qu'un seul conseil à vous partager dans cette partie-là, mais il est beaucoup plus important qu'il n'y paraît pour surmonter la procrastination, c'est de récompenser vos efforts. Le fait de se féliciter, de se récompenser, de prendre le temps de se faire un petit check parce qu'on a accompli quelque chose, ça impacte super positivement la motivation. Ça me donne un sentiment d'efficacité personnelle qui me donne envie de continuer. Donc récompensez-vous quand vous accomplissez quelque chose. Ça peut être un petit mot gentil, ça peut être un carré de chocolat, ça peut être un cadeau de vous à vous. En tout cas, quelque chose qui vous fasse du bien et qui vous motive pour continuer. Waouh, on arrive à la fin de cet épisode sur la procrastination. Je vous propose, comme il y avait beaucoup de choses, de faire un petit récap, un petit résumé des différentes clés, des différents conseils que je vous ai proposés aujourd'hui. Alors, avant même de vous y mettre, je vous proposais d'anticiper. Et là, il y avait pas mal de choses. Il y avait, premièrement, comprendre pourquoi vous procrastinez, qu'est-ce qui se cache derrière. Deuxièmement, désamorcer les excuses, les auto-justifications. Troisièmement, prioriser. Quatrièmement, découper les tâches ou vos objectifs en plus petites actions. Ensuite, cinquièmement, planifier tout ça dans votre agenda mais ne pas surplanifier, c'est-à-dire de ne pas faire de la planification un moyen de procrastiner. Sixième clé pour surmonter la procrastination, c'est d'éliminer ou en tout cas de réduire les distractions. Septième, c'est de trouver un moment dans la journée ou un lieu où vous avez moins tendance à procrastiner. Et huitième clé, c'est de vous engager auprès de quelqu'un ou même de travailler avec quelqu'un pour vous aider à dépasser cette procrastination. Ça, c'était la préparation. Maintenant, quand vous vous y mettez, pour surmonter la procrastination, il va falloir apprendre à gérer vos émotions. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, gérer l'impulsivité et développer un petit peu de maîtrise de soi et de self-control quand vous avez tendance à être distrait ou distraite. Troisièmement, je vous proposais la règle des 5 minutes. Quatrièmement, définir une limite de temps. Cinquièmement, combiner des tâches désagréables sur lesquelles vous procrastinez avec des tâches agréables.
Et enfin, gérez votre énergie au cours de la journée. Et puis après, n'oubliez pas de vous récompenser, de vous féliciter. Voilà, vous devriez avoir pas mal de clés en main maintenant pour surmonter la procrastination. Maintenant, je vous invite à pratiquer, à tester, à expérimenter, à trouver ce qui fonctionne pour vous et être persévérant ou persévérante parce que améliorer sa patience, son self-control, sa concentration, sa tolérance à l'inconfort, etc., tout ça, ça ne se fait pas en un jour, mais avec un bon plan d'action, avec de la pratique, de la patience, de la persévérance, c'est carrément possible de changer cette habitude de la procrastination et je suis sûre que vous allez y arriver. Donc prenez une grande inspiration et c'est parti. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. Ça aide d'autres personnes à le découvrir. Et n'hésitez pas à suivre J'ai peur donc j'y vais sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour ne pas louper les prochains épisodes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et je vous retrouve jeudi dans 2 semaines. Ciao!